mon petit papier. Hein. Donc, merci beaucoup, Gauthier de Richoux. Je ne voudrais pas écorner votre nom. C'est très bien dit. Très bien. Président de Hans Agency. Alors, comme on parle tous très bien anglais, Hans, donc les mains, hein, Agency, qui est donc une agence de communication, une agence digitale qui s'occupe de valoriser le patrimoine et les savoir-faire. Donc, en fait, vos clients sont les artisans. Sont des sociétés de patrimoine et de savoir-faire. Voilà. Alors, vous allez nous expliquer. Les artisans, c'est nous. Mais Ah. on va en parler. Très bien. Alors, je vous laisse la parole. Ok. Déjà, je voulais vous remercier tous d'être venus ce matin. C'est un plaisir d'être là. Nous, normalement, chez Hands, on ne prend pas la parole. Donc, c'est assez exceptionnel. J'imagine que c'est pour ça que vous êtes venus. Nous, normalement, on prépare des prises de parole pour nos clients. Donc, on fait exactement l'inverse de ce que je suis en train de faire. Nous, on vit plutôt caché. Et la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est parce que déjà, je répondais à l'invitation d'Aurélien Fouillet, qui est un homme que j'apprécie beaucoup, que je respecte beaucoup. Et puis aussi parce que votre thématique, à savoir la fabrique et les frontières, me semble être un sujet d'actualité et parfaitement pertinent dans le monde dans lequel on vit. Donc je me suis dit que c'était intéressant de se rencontrer. Et finalement, même si on est une agence digitale et qui peut vous sembler qu'on soit des huluberlus comparé au métier que vous allez exercer demain, la réalité, c'est qu'on partage une culture dont vous ne soupçonnez peut-être pas l'ampleur et la profondeur. Donc moi, aujourd'hui, si je suis venu vous voir, c'est que Hands partage cette culture artisanale, comme je disais, et c'est un peu qu'à mon dos, pour moi, vous faites partie d'une forme d'élite dans le domaine de l'artisanat et de l'art. Et de pouvoir vous parler de cœur à cœur, d'artisan à artisan, c'était quelque chose qui comptait et qui compte pour nous, moi qui représente du coup l'entreprise Hands. Donc j'aurais pu vous faire un cours magistral sur le numérique. Donc j'espère que je ne vais pas décevoir certains qui s'attendaient à ce que je leur parle de métaverse et de NFT. La réalité, c'est que le numérique change à peu près tous les jours et que quand on est au contact de la technologie, ça rend humble. On se rend compte que, un petit peu comme vous dans la maîtrise de vos métiers, plus on est présent dans un métier, plus on est concret, plus on fait acte d'humilité. Quand j'ai commencé ce métier et que j'ai fondé Hands il y a 7 ans, je me rappelle avoir rencontré la directrice de communication de l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas s'il y a des fans de foot ici. Qui m'avait dit mais vous ne faites pas de réalité virtuelle, c'est incroyable, comment tu peux lancer une agence digitale qui n'a pas la compétence de réalité virtuelle, parce que dans 6 mois, tout le monde marche dans la rue avec un masque, et l'avenir, c'est vraiment la réalité virtuelle. Bon, force est de constater au bout de 7 ans que finalement, je vois personne avec des masques dans la rue, que la dernière fois que j'ai fait une expérience de réalité virtuelle, ça m'a donné mal au cœur, et que finalement, peu de gens pratiquent la réalité virtuelle, à part quelques nerds qui font partie aussi de mon entreprise, parce que j'ai des développeurs qui adorent ça. Mais globalement, ça reste quelque chose d'assez minimal en termes d'implication. Donc, je ne vous parlerai pas de métaverse. J'ai mon propre point de vue sur le sujet. Et si on interagit après, vous pourrez me poser des questions. Moi, je pense que c'est une lubie de l'époque, et je pense que le métaverse ne passera pas l'année 2023, comme les NFT n'ont pas passé l'année 2022, que l'IA, tout le monde la vendait en 2021 comme le next big thing, et qu'en fait, on se rend compte que la technologie n'est pas à maturité, etc., etc. Et puis, je pourrais vous en sortir au kilomètre, parce que comme on vit dans un monde très commerçant, tout le monde a intérêt à promouvoir une innovation de rupture et à vous faire croire que c'est le nouveau truc. Et je pense que notre rôle d'artisan, le vôtre comme le mien, c'est justement de permettre à nos clients de faire la distinction entre ce qui est du domaine de l'épisodique, de ce qui est réellement quelque chose qui va porter une transformation dans la société. En fait, aujourd'hui, il y a une frontière qui n'est pas la frontière du numérique, mais que la frontière du numérique a préparée, qui est en train de voler en éclats, qui est la frontière entre l'entreprise et le domaine public. Et c'est ça ce dont je veux vous parler ce matin. Alors ça va vous paraître un peu surprenant, vous vous dites je ne vois pas très bien le casting. La réalité, c'est que c'est en train de remettre en question tout l'écosystème que vous appelez la fabrique, que moi j'appelle l'entreprise. Alors l'entreprise, pour moi, elle a 2 dimensions. Elle a une dimension manufacturée,
Et donc du coup la fabrique dans le sens monde entreprise artisanale. Et puis l'entreprise fabrique, la fabrique dans sa dimension industrielle, réplicable, robotisable. Voilà. Et donc en fait, la frontière entre la fabrique, qu'elle soit de ressort artisanal ou industriel, et le domaine public, à savoir les enjeux moraux, politiques de l'époque, est en train de complètement être modifié, voire de voler en éclats. On a vu énormément de frontières qui sont tombées les unes après les autres, et en étant patron d'une agence digitale, je participe de la destruction de ces frontières-là, entre le consommateur et l'entreprise, entre les fonctions de l'entreprise elle-même. Enfin voilà, on pourrait en parler longuement. Mais il y a une frontière qui est en train de tomber, qui est une frontière beaucoup plus structurelle et beaucoup plus fondamentale, qui emporte en fait toutes les autres ruptures, qui est la frontière entre la fabrique et le monde politique, le monde public. Et en fait, vous allez tous être, en rentrant dans la vie publique, enfin dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie publique, vous allez tous être dépositaires de votre capacité, d'une capacité à œuvrer à une transformation systémique du monde dans lequel on vit. Donc je voudrais vous dire juste 2 mots sur mon parcours. Non pas que je pense que ça soit un parcours digne d'intérêt plus que ça, mais en fait, moi, j'ai très bien connu le monde qui est en train de mourir. Parce que j'ai quelques années de plus que vous, peut-être 20 ans. Et quand j'ai démarré ma vie professionnelle, on ne parlait que de performance, on ne parlait que de process, et que l'objectif était de rentrer dans le monde de l'entreprise et d'être capable de répliquer des choses à l'infini et d'être le meilleur élève et d'atteindre des KPIs. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est des indicateurs de performance. Tout ça n'a que ça, tout le monde n'a que ça à la bouche. Et il fallait répondre à ces enjeux de performance et être capable d'être le meilleur élève. Et on voit que ce n'est pas un monde qui est complètement terminé, parce qu'aujourd'hui, vous regardez dans les médias, tout ce qu'on vous met en avant, c'est des jeunes qui ont réussi à faire des licornes en moins de 2 ans, et qu'on met en avant du fait de leur richesse ou du fait qu'ils soient cotés au Nasdaq dans 1 an. La réalité, c'est que pour moi, on est à un paroxysme d'un monde qui est en train de s'éteindre. Et que le monde artisanal, la culture artisanale que je crois qu'on partage, est en fait le monde qui vient. Ce n'est pas un monde poussiéreux, un monde justement de l'artisan tel que les gens se l'imaginent dans son habit de cuir et au fin fond d'une cave. En fait, l'artisan, il a quelque chose à apporter au monde qui dépasse largement la cave et l'uniforme de cuir. Donc la réalité, c'est que moi, je viens du monde, exactement le monde opposé à celui dans lequel on est en train de rentrer. Ça veut dire que moi, je viens d'un monde processé, j'ai fait une grande école de commerce, j'ai répondu à des standards internationaux, je suis allé dans une entreprise qui s'appelle Accenture, qui est une multinationale du conseil, une multinationale américaine, et j'ai travaillé pour des grands groupes, pour des fabriques, mais des fabriques XXL, Sanofi Alventis, Colgate, CMA CGM, où je conseillais des dirigeants d'entreprise et que je les aidais, en fait, à processer toujours plus leur entreprise, en fait, à faire de leur fabrique quelque chose de toujours plus efficient. Et en fait, à mesure que je rendais la fabrique toujours plus efficiente, en fait, je tuais l'humain à l'intérieur de la fabrique. Ça veut dire que l'objectif de mon métier et l'objectif de bon nombre de gens qui exercent des métiers aujourd'hui, et même les startups, l'objectif est de faire de l'humain une variable d'ajustement. Donc on est complètement aux antipodes de la culture créative, de la culture artisanale, qui au contraire donne la responsabilité à l'humain et lui donne une responsabilité du projet à la chose, une sorte d'approche holistique de ce qui fait un sens des responsabilités profond. Le monde qui est en train de s'effondrer et auquel j'ai participé, en toute humilité, c'est un monde où on processe jusqu'à des dirigeants. Ça veut dire que de l'actionnaire jusqu'à la personne qui s'occupe du service comptable au fin fond d'une tour à la Défense, tout le monde doit répondre à des réglementations. Et les frontières, en fait, ont été complètement pulvérisées d'un point de vue structurel dans l'entreprise, mais on retrouve ces frontières en pluie fine dans la manière dont les gens doivent faire leur métier au quotidien. Ça veut dire qu'on vous dit fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça, tel objectif. Donc les gens deviennent pressurisés dans un contexte d'entreprise qui est complètement anxiogène. Et c'est le moment où j'aurais pu sombrer dans la dépression. Je travaillais à l'époque à Johannesburg, vous connaissez peut-être
capitale de l'Afrique du Sud, enfin capitale économique. J'ai pris conscience que si je continuais dans ce monde processé, j'allais non seulement perdre mon humanité, réussir à la faire perdre à l'ensemble des personnes de l'entreprise, mais que globalement, j'allais faire de ce monde un monde avec toujours moins de valeur. Et donc là, l'idée m'est venue de créer une structure qui soit une structure artisanale, avec la fibre culturelle artisanale, mais avec les outils de l'époque, avec les outils numériques, et de me dire, mais en fait, la culture artisanale, c'est pas nécessairement uniquement travailler avec des ciseaux et une règle. La culture artisanale, elle peut aussi irriguer des métiers et des technologies beaucoup plus contemporaines. Donc mon idée, elle a été de créer cette structure, Hands, qui porte bien son nom, parce que comme vous avez compris, on s'est affirmé tout de suite comme une fabrique manufacturée et artisanale. Et on s'est rapproché et on a voulu en fait mettre notre maîtrise technologique non plus au service des organisations qui étaient considérées comme puissantes, mais en fait au service d'organisations qui parfois périclitaient du fait de se détourner de l'outil numérique. Et donc, on s'est intéressé à des entreprises. On peut aujourd'hui se targuer d'être l'agence qui travaille pour les plus vieilles marques. Donc, on travaille qu'avec des vieux. On travaille avec Rémi Martin qui fête ses 300 ans l'année prochaine. On est l'agence de la Comédie Française qui a 350 ans. On travaille avec Lynn Rosé qui a 160 ans. Voilà, que des vieilles entreprises. Après, on fait quelques exceptions. On est aussi l'agence de Palais de Tokyo ou de Longchamp, qui sont des jeunes entreprises de moins de 100 ans. Mais globalement, on s'est mis du côté des entreprises enracinées qui avaient une culture fondamentale de l'héritage et de la transmission. Et donc, du coup, on s'est dit, plutôt que de mettre notre talent au service de structures multinationales qui finalement ne portent plus de valeur que finalement l'extinction d'une époque et une sorte de monde super processé, en fait on va mettre notre talent, notre envie, notre culture et nos compétences au service d'entreprises qui fondamentalement partagent nos valeurs. Et je sais qu'aujourd'hui, en tant que jeune qui allait rentrer dans le monde de l'emploi, finalement, l'adéquation entre les valeurs que vous portez et les valeurs que porte l'entreprise, c'est quelque chose de fondamental. Et moi, je vous encourage à ne jamais transiger sur l'exigence que vous portez vis-à-vis de l'entreprise dans laquelle vous allez rentrer. D'autant plus que, comme je le disais, la frontière entre l'entreprise et le monde extérieur n'est plus. Donc en fait, si vous ne vous engagez pas dans votre entreprise, vous ne vous engagez pas dans la vie de la cité. La vie de la cité, elle commence là où vous êtes, dans votre boulot au quotidien. Donc la réalité, c'est que ce que j'ai fait avec Hands, beaucoup d'autres entreprises l'ont fait. On n'est pas les seuls et on était d'avant-garde peut-être de quelques années, mais fondamentalement, on était tous plus ou moins inspirés de la même manière. Moi, je suis un intuitif. J'imagine que vous l'êtes aussi, puisque vous ne seriez pas en création si vous n'aviez pas un minimum d'intuition. Je sentais bien que le monde était en train de changer et je pense que n'importe quelle personne un peu intuitive pouvait ressentir de la même façon. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, tout le monde emboîtait le pas et que de manière systémique, tout était en train de changer. Les entreprises qui conseillaient ces organisations étaient en train de se modifier. Les étudiants qui rentraient dans ces organisations les faisaient changer de l'intérieur. Et comme ça, il y a tout un monde qui est en train de gangréner un monde du passé. Et je vous en parle, et comme je le disais tout à l'heure, avec d'autant plus de force qu'on est vraiment, c'est le chant du cygne. Ça veut dire qu'on est au paroxysme de l'époque. On n'a jamais été dans un monde aussi robotisé et aussi processé qu'aujourd'hui. Et dans le même temps, on commence à voir poindre le renouveau de tout ça. Personnellement, je m'en félicite. Je ne sais pas si vous aussi, et vous verrez qu'il y a certaines limites. On pourra aussi en parler. Mais je pense que c'est une nécessité. Je ne sais pas si à Camando, on vous a parlé de la RSE. Non, c'est un terme que vous ne connaissez peut-être pas, qui est en fait la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Ça veut dire que vous soyez du numérique, de l'économie réelle, je ne sais pas si on devrait les opposer de cette manière-là, mais bon, c'est les termes consacrés. La réalité, c'est qu'il y a un enjeu supérieur aujourd'hui qui est la préservation, la conservation, le respect de notre environnement, le respect de la société. Il se trouve que ces nouveaux enjeux sont un préalable nécessaire à notre engagement dans la vie de la cité et dans la vie de l'entreprise.
il y a deux manières de se soumettre d'une certaine manière à cette responsabilité. Il y a une manière dont on sont en train de faire par les entreprises dont je vous parlais tout à l'heure et que j'ai conseillé pendant quasiment 10 ans, qui est finalement de faire, on dirait en anglais, business as usual. Ça veut dire que finalement, dans un monde processé, quand vous avez une réglementation et qu'on vous invite à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, vous dites « Ok, donnez-moi un cadre, des règles, et puis je vais les appliquer. Et finalement, je vais processer la responsabilité de la même manière que je processe l'ensemble de mon organisation. » Donc en fait, en me rattachant à la lettre de l'injonction de responsabilité de la société, en fait, je me départis de l'esprit de la responsabilité. Ce qui est exactement la modalité, à mon sens, inverse de la modalité artisanale, qui est de toujours s'assurer que l'esprit prédomine sur la lettre. Et que finalement, la lettre n'est que le résultat d'une pensée et non l'inverse. Donc en fait, on voit aujourd'hui émerger des entreprises qui peuvent se targuer d'être, on dirait en anglais, je suis désolé pour tous ces anglicismes, mais comme je travaille en agence de communication, ça fait partie du style et du vernis d'un communicant que d'utiliser que des termes anglais. Mais on est compliant avec la responsabilité et l'injonction de responsabilité. La réalité, c'est que vous pouvez être conforme sans du tout l'être. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous pourrez lire dans la presse que ça soit H&M, que ça soit Google, que ça soit Amazon, que c'est des entreprises qui respectent le cahier des charges de responsabilité écologique et sociale, sauf qu'en réalité, dans l'esprit qui était censé prédominer, elles sont complètement absentes. Donc, de mon point de vue, ce qui est intéressant, c'est que cette manière de s'emparer de la responsabilité peut être complètement dévoyée, et c'est ce qu'on voit dans ces organisations, c'est que finalement, si vous gardez votre logique et votre mode opératoire tel qu'il est depuis le début, bah finalement, vous produisez la même chose, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors qu'à l'inverse, si vous redonnez de la responsabilité aux individus, que vous n'êtes plus obsédé par répondre à des règles, des objectifs, et des objectifs de performance, mais que vous êtes plus vigilant dans la capacité d'autonomie dans laquelle vous placez les gens avec lesquels vous collaborez, bah vous vous rendez compte que vous êtes plus fidèle à l'esprit de la responsabilité qu'à la lettre. Parce qu'en fait, si vous dépossédez les gens de toute forme de responsabilité dans leur quotidien, vous leur faites appliquer des règles, ils les appliquent, mais vos règles ne couvriront jamais 100% du spectre. Donc la réalité, c'est que vous produisez exactement l'inverse de l'effet que vous recherchez. Il se trouve que l'artisan, de mon point de vue, est un émissaire pour ce monde, parce que l'artisan, il porte un souci d'indépendance et de liberté dans son action. Ça veut dire que l'artisan, plutôt, et comme je le disais, plutôt que de se soucier uniquement de la stricte règle, va aller directement à l'esprit et va essayer de véhiculer quelque chose qui porte une forme de vérité dans son essence. Il y a des entreprises qui aujourd'hui, et tout n'est pas acheté, il y a des entreprises qui aujourd'hui vont être en capacité de se transformer et d'amener quelque chose au monde qui est vertueux. Je pense à des entreprises, je ne sais pas si vous en avez, des entreprises comme Veja, comme Panafrica, des entreprises qui est entreprise de mon petit frère, c'est pour ça que je la nomme, des entreprises qui ont le souci de faire les choses de la bonne manière. Un souci de respect des gens avec lesquels ils collaborent, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les salariés, redonner de la valeur au temps long, accepter les contingences, ne plus être dans un souci d'immédiateté, de performance, de fulgurance, mais d'être dans quelque chose de durable. Et donc, pour moi, les entreprises qui vont perdurer, c'est les entreprises qui ont le souci de s'inscrire dans le durable. Et le durable, ça commence, et je crois beaucoup à l'effet papillon, ça commence dès qu'on sort de chez soi, dans la manière dont on interagit avec les personnes qui nous entourent. Le durable, ce n'est pas simplement un produit marketing. Et d'ailleurs, le marketing et la communication, on parle de frontières aujourd'hui, ont vu leur essence complètement redéfinie. Avant, la communication, pour les groupes pour lesquels je travaillais, c'était ni plus ni moins qu'une couche de peinture qu'on mettait sur un animal malade.
Donc j'étais Nike, je faisais travailler les Ouïghours en Chine qui étaient des esclaves. Et c'était pas grave, je vous faisais une belle publicité en disant on est des amoureux de la liberté, avec quelqu'un qui escaladait la statue de la liberté, et vous disiez génial, Nike c'est une marque formidable. Sauf que le digital est passé par là, qu'aujourd'hui vous avez un accès à l'information. Aujourd'hui Nike ne peut plus se départir de la réalité de son modèle économique. Ça veut dire que la communication n'est plus une œuvre de mensonge, mais devient une œuvre de vérité esthétique. Ça veut dire que la communication aujourd'hui, c'est comment je fais voir la vérité d'une entreprise de la meilleure manière. Et on entend énormément parler de transparence aujourd'hui. Sauf que, moi j'aime pas ce terme, le terme de transparence, c'est montrer avoir tout le temps ce que vous êtes, en permanence. Vous vous levez le matin, vous pensez quelque chose, le soir, vous pouvez penser quelque chose d'autre. Vous n'avez pas besoin de dire à votre camarade ce que vous pensiez le matin, ce que vous pensez le soir. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est que vous ayez la sincérité de faire œuvre de synthèse et de dire la réalité de ce en quoi vous croyez. Donc, je fais un aparté pour dire qu'il y a une différence, selon moi, entre la transparence et la sincérité. Et la sincérité est utile au monde, la transparence est finalement au moins aussi processée et aussi, j'allais dire, criminelle que le monde, un certain monde économique qui continue à perdurer. Donc, la communication, pendant longtemps, était juste une œuvre de directeur artistique, qui d'ailleurs souvent tombait en dépression. Il y a peu de directeurs artistiques que je connaisse qui ont fait des grandes carrières dans la publicité et qui ont fini sans être alcooliques ou dépressifs. La réalité, c'est que on mettait des couches de peinture, parce que pourquoi je dis ça, et ça peut faire sourire, mais c'est que la réalité, c'est que tous les directeurs artistiques d'agences de publicité partageaient votre vision du monde, votre culture artisanale. Mais ce qui a été très douloureux pour eux, ça a été de se soumettre à un monde dont ils savaient qu'il était déviant, mais dont ils n'arrivaient pas à pouvoir le transformer. Exactement, c'est Mad Men entre autres, mais aujourd'hui, on est à un moment, et vous arrivez dans un moment, et vous devez avoir un enthousiasme débordant, parce que vous arrivez dans un monde où vous pouvez réussir à mener une carrière sans tomber dans la dépression et l'alcoolisme. C'est magnifique, et donc du coup, vous pouvez vous en féliciter. Avant, on mettait des couches de peinture, donc on savait tout le mal qu'il y avait derrière ce qu'on allait faire de beau. On allait faire un beau 4x3 dans le métro, et on savait que ces ballons étaient faits par des petits-enfants qui étaient torturés au fin fond du Bangladesh. Mais on essayait de ne pas s'en soucier, et on faisait quand même notre joli 4x3, parce que c'est quand même ce qui nourrissait notre famille et qui nous permettait d'avoir une maison de vacances. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs vont chercher l'information, ont accès à cette information. Le numérique a donné une profusion d'informations à laquelle on a accès et donne des pouvoirs d'interaction avec les organisations qui sont autant de leviers de pression vis-à-vis de ces organisations. Donc en fait, aujourd'hui, les consommateurs ne vous ont pas attendu, vous les artisans, pour que vous changiez le monde. Ça veut dire qu'ils se sont dit, en fait, nous, on va aller directement frapper à la porte de ces entreprises et on va les pulvériser. Donc aujourd'hui, vous arrivez dans des entreprises qui ont été, alertées sur ce point et qui aujourd'hui vont chercher des gens comme vous pour se donner parfois bonne conscience ou quelquefois pour œuvrer de manière sincère à leur transformation. Et il va vous falloir des bonnes boussoles pour savoir où vous mettez les pieds et qui sont les gens à qui vous donnez votre confiance. Parce que c'est à ce prix-là, en fait, que le monde va pouvoir être transformé. Donc, la communication, et en étant des artisans, en fait, vous communiquez, parce que la première chose qui communique, c'est le produit. Ça veut dire que le produit, on vit avec, il a un design, et que finalement, on a beau faire toutes les campagnes de publicité qu'on veut, c'est le produit qu'on retrouvera sur sa table de salon, c'est le salon, si vous êtes des architectes intérieurs, dans lequel on vivra. C'est tout ça qui va modeler notre manière d'être au quotidien. Donc la communication de votre cabinet d'architecture d'intérieur demain ou de votre agence de design, il va vivre au travers des objets. Donc le premier levier de communication, c'est l'objet lui-même. Mais cet objet lui-même, on va se poser la question de la manière dont il a été fait. Et la réalité, c'est qu'il y a des objets, comme cette bouteille d'eau en plastique, on sait très bien que cette bouteille d'eau en plastique, elle n'a pas été façonnée de la meilleure manière. Et j'en parle d'autant plus que je travaille aujourd'hui pour un grand groupe d'eau minérale qui repense complètement son modèle pour arrêter l'utilisation du plastique. Donc c'est intéressant.
J'en profite pour boire. Mais du coup, l'objet va être communicant et que ce que j'essaie de vous dire, c'est que la communication, progressivement, n'est plus simplement un exercice de style. Ça devient en fait un exercice d'appropriation d'un modèle de production. Donc en fait, l'artisan, qui pour moi est la culture artisanale, c'est d'avoir une sensibilité au processus de fabrication de la chose. Donc, quand on communique aujourd'hui, pour moi, toute bonne agence de communication aujourd'hui doit s'intéresser à la manière dont son client produit les choses. Qui sont les fournisseurs, comment sont traités, dans l'exemple, je parlais de cognac tout à l'heure, comment sont traités les viticulteurs, comment ils travaillent, quels sont les pesticides, quelles sont les technologies qu'ils utilisent pour pouvoir traiter des champs immenses, comment on achemine les produits, comment ils sont vendus, est-ce qu'on vend en direct grâce à un KissKissBankBank, est-ce qu'on passe par des distributeurs, quels sont les chemins logistiques que prennent les choses. On ne peut plus être ignare de ces choses-là. Vous n'avez pas le droit, en fait, dans la société dans laquelle on vit, de vous tenir à distance de la réalité de la manière dont les choses sont produites. Donc vous allez me dire, c'est facile quand on doit produire un couteau, parce que la chaîne est relativement simple et c'est quelque chose de manufacturé, donc je sais m'y prendre. Ça sera beaucoup moins évident quand vous travaillez pour Colgate-Palmolive de savoir comment est produit un tube de dentifrice et d'avoir conscience de tous les enjeux. Quand je restructurais Colgate-Palmolive, je créais des structures en Pologne de services partagés pour connaître toutes les fonctions support de l'entreprise. Je créais des structures en Suisse avec des leviers fiscaux. Enfin voilà, et j'étais obligé de manière radiographique de faire un scanner de l'entreprise et d'avoir cette compréhension intrinsèque de l'entreprise. Mais aujourd'hui, ce travail que j'opérais auparavant d'une manière approfondie, on doit tous le faire d'une manière suffisante pour avoir conscience de ce dans quoi on s'inscrit. Et donc en fait, tout le sens de mon propos, c'était de vous dire que cette culture artisanale, pour moi, elle va sauver le monde. Ça veut dire que Camondo, contrairement à HEC ou aux grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, a plus vocation à sauver le monde. Parce que l'enjeu du monde dans lequel on est, c'est un enjeu culturel. Il est beaucoup moins dans le faire que dans l'esprit. Il faut vraiment que vous compreniez que, et vous en êtes vraisemblablement parfaitement convaincu aujourd'hui, donc je ne veux pas faire le messie, mais je veux quand même vous faire ce rappel et vous donner espoir là-dedans. C'est que la réalité, c'est que vous inscrivez aujourd'hui dans une formation qui est une formation nécessaire, qui a le souci de l'artisanat et que en fait, c'est tout ce que le monde attend aujourd'hui. Ça veut dire que le monde qui vient, on aura toujours des grandes entreprises, à mon sens, si je dois être un peu intuitif. Je pense qu'on aura toujours des grandes entreprises. En revanche, elles vont être transformées dans leur nature, dans le rapport des hommes entre eux, dans la manière dont les hommes vont interagir avec leur environnement. Tout ça va être profondément modifié. Les structures hiérarchiques, les frontières dans la manière dont on travaille. On va redonner de la valeur à la création. On va redonner de la valeur à l'indépendance, à la liberté. J'en suis convaincu. Et qu'au rendez-vous de ce changement, il y aura les artisans en fait. Parce que la culture artisanale porte ça de manière intrinsèque et c'est la seule qui, dans son essence, puisse le porter. Donc en fait, il faut être fier de ce que vous êtes, de ce que vous faites et il faut le porter dans les entreprises. Donc voilà, si j'avais un message à faire passer aujourd'hui, c'était celui-là. Je pense que la communication est morte, vive la communication, parce que la communication aujourd'hui, c'est un levier de transformation dans l'entreprise, puisque la communication va relayer ce que fait l'entreprise, elle va être amenée progressivement à la transformer. Et plus la communication aura conscience du métier de l'entreprise, plus elle sera capable d'en parler avec vérité. Et l'artisanat qu'on croyait furibond, complètement suranné, perdu dans les méandres de l'histoire, pour moi, n'a jamais été aussi moderne, aussi futuriste qu'aujourd'hui. Donc l'artisanat, c'est le cœur du réacteur du monde de demain.
Et c'est vraiment ce que je veux vous dire, parce que nous, en tant que Hands, c'est ce qu'on fait. Et c'est pas facile d'œuvrer aujourd'hui, parce que comme je vous le disais, on est dans un monde charnière et c'est difficile. Vous avez tous des Nike, vous téléphonez tous à l'iPhone comme moi, donc on puise des métaux rares au fin fond de la Chine, voilà, et en même temps on se rebelle contre le monde dans lequel on se trouve. On est tous pris d'une schizophrénie complètement dingue et on est tous obligés à un moment donné de se compromettre. La question, elle n'est pas de se dire je suis bon ou je suis mauvais. Elle est de trouver le point d'équilibre et de garder en son âme et conscience toujours ce curseur de se dire que l'humain, l'artisanat au bon endroit, est un vecteur de transformation dans la fabrique et dans la cité. Voilà ce que je voulais dire. Là, on a une belle leçon d'optimisme et de méthodologie aussi, d'approche de projet. Est-ce que vous avez des questions à poser ou peut-être René Jacques, une réflexion à partager? Toujours partager des choses avec plaisir. Ce que je trouve vraiment intéressant dans votre propos et la vision que vous avez de l'artisanat comme je dirais, l'unité possible et intéressante de changement de monde. On change d'échelle en fait. C'est pas forcément l'échelle de l'industrie, des grands circuits. C'est une échelle de pensée qui est différente. Exactement. Et peut-être, moi, je rajouterais, j'ai été frappé il y a 15 ans par la lecture d'un ouvrage d'Hugues Jacquet qui en fait mettait en valeur les valeurs de l'artisanat. Parce qu'on a une image de l'artisanat comme, je dirais, une discipline, alors au-delà de la question des savoir-faire, mais souvent quand on parle d'artisanat, il y a un côté un peu conservateur, même presque au sens politique du terme. On conserve un savoir-faire, on le transmet de génération en génération, on essaie de faire en sorte qu'il ne change pas trop. J'ai travaillé pendant 11 ans à l'agriculture de Sèvres. Et je vois que ce sont des savoir-faire qui se transforment. Mais au-delà de la perception qu'on peut avoir, compris comme presque une valeur presque un peu politique, alors même si maintenant les frontières entre la gauche et la droite se floutent, mais on plaçait plutôt les valeurs de l'artisanat plutôt d'un certain côté, on va dire, du champ politique. Quand on regarde vraiment ce qu'un artisan active lorsqu'il travaille, il active en fait des valeurs qui sont éminemment modernes, contemporaines, et qui sont des vraies valeurs je dirais, d'ancrage de soi-même dans son rapport au monde. Quand on est artisan dans une chaîne d'artisanat. Moi, j'ai travaillé pendant 11 ans à la manufacture de Sèvres. C'est une chaîne de savoir. 27 gestes. Pardon ? 27 gestes. 27 gestes. 27 ateliers, donc une chaîne qui est une chaîne solidaire. C'est-à-dire que l'atelier numéro 4, je dirais n'importe quoi, qui est l'atelier du moulage, doit évidemment anticiper les besoins de l'atelier numéro 14, qui sera dans la phase de moulage, voilà. Et donc, vous avez une forme d'abord de solidarité dans le processus de pensée. Et ça, c'est une valeur très importante. Quand vous façonnez un objet, vous activez la question de la distance. À un moment, à chaque moment, l'artisan s'arrête et prend de la distance par rapport à la chose qu'il fabrique. Donc la question de la posture de la distance aussi est une question fondamentale pour appréhender le mieux possible le monde. C'est la distance du temps, mais c'est la distance critique qui permet de vous positionner, vous, en tant qu'humain, par rapport à l'ensemble des sujets qui vous sont proposés. Je cherche d'autres valeurs, j'en avais plein en tête, mais peut-être que vous pourrez m'aider parce que vous avez des exemples. Non, mais j'aimais bien ce que vous disiez sur la conservation et l'ancrage. C'est que, en fait, il y a un peu une perte de sens des mots. On considère que la conservation, l'ancrage ou l'enracinement est nécessairement quelque chose qui enferme et qui retient. Là où en réalité, c'est juste quelque chose qui donne de la force et de la puissance à l'innovation. Alors certes, on a un souci de conservation, mais, et ce qui est intéressant d'ailleurs avec le numérique, c'est qu'on peut se servir de l'ancrage, de la puissance d'enracinement des marques et leur apporter des outils de l'époque. Donc en réalité, on ne change rien à la valeur et à la culture même de l'entreprise, mais on va lui apporter de l'innovation. Ça va être le cas, par exemple, quand on pense
sur une carafe de cognac à repenser toute la chaîne de production d'une carafe et d'imaginer que cette carafe, elle n'ait plus de packaging, parce que le packaging, finalement, c'est polluant. Donc on va déshabiller cette carafe, on va la mettre à nu, on va juste graver un QR code sur cette carafe qui va permettre de délivrer l'ensemble de l'information qu'on aurait relatif à ce cognac. Et puis on va être capable, en réalité augmentée autour de la carafe, de vous mettre en interaction avec le viticulteur qui a produit l'essence du cognac. Donc en fait, là où on observe de manière assez superfétatoire une frontière comme une ligne Maginot entre l'artisanat et le monde contemporain, la réalité, c'est qu'il y a une porosité totale. Et que la chance qu'a l'artisanat, et moi ce que j'aime, c'est l'artisanat en tant que culture avant tout. La culture de l'artisanat, c'est qu'elle a ce profond respect et elle s'inscrit dans une histoire. Donc du coup, c'est une sorte de tempérament à tous les excès. Et donc en ça, oui, ça peut être décrié parce qu'on se dit, ouais, l'artisanat, c'est un petit peu un tempérament, j'aimerais bien être libre et griller tous les feux. Sauf que la réalité, c'est qu'on le voit aujourd'hui dans l'époque dans laquelle on vit, c'est que finalement on a fait ça pendant 50 ans, on a grillé tous les feux, et en fait on a grillé tous les feux, quoi. On a grillé la forêt, on a cramé la planète, on crève la couche d'ozone, et donc finalement on revient à se dire mais est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable d'être dans notre action un peu plus raisonnée et donc du coup, je pense qu'il faut vraiment, et ce souci de la conservation, c'est quelque chose dont il ne faut pas se départir. Parce que c'est quelque chose et effectivement qui est ni de gauche ni de droite, parce que là où la conservation et la paysannerie étaient traditionnellement de droite, et c'est elle qui voulait préserver les forêts et l'environnement auparavant, c'est devenu une valeur de gauche qui veut préserver la planète. Donc la réalité, c'est que l'artisan transcende les logiques partisanes, et en revanche, il s'ancre et il a une conscience du pouvoir de son action sur le monde. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut porter et avoir cheville au corps. Est-ce que vous avez d'autres questions, non, peut-être ? Est-ce que vous allez sauver le monde ? Tout à l'heure, je rebondis aussi parce que vous parliez de la question du rapport au temps. Je pense que l'artisanat est une bonne échelle de mesure du temps juste, en fait. Il y a beaucoup de formes d'artisanat qui produisent lentement, c'est pas produire lentement pour le plaisir de produire lentement. C'est de savoir quel temps juste accordé à la fabrication d'un objet. Et notamment le multinational a produit une sorte de manifeste qui s'appelle le Slow Made, et qui dit bien que Slow Made, c'est pas produire lentement pour produire lentement, c'est vraiment accorder le temps juste pour produire les choses. Et ça va dans tous les sens. Je repars d'une expérience que j'ai vécue dans un métier précédent à la manufacture de Sèvres. Vous avez des artisans qui font de la peinture sur porcelaine, et un artisan peut avoir le réflexe, par essence, d'avoir un souci de perfectionnisme et de rester très longtemps sur sa tâche et de continuer à peindre et de surpeindre pour arriver dans un niveau de détail. Voilà. Mais au bout d'un certain moment, il faut savoir suspendre son pinceau, parce qu'à un moment, vous consacrez trop de temps aux choses, et donc vous perdez une certaine forme d'énergie et de fraîcheur qui est souvent nécessaire dans certains modes de création. C'est exactement ça. Oui. Je le dis aussi, je ne sais pas à qui je l'ai dit d'entre vous, peut-être que c'était de première année, je sais plus, comme ça un truc, mais il faut savoir accorder le juste temps aux choses. C'est-à-dire qu'à un moment, je crois que je vous disais peut-être de première année, ne travaillez pas trop. Alors je sais que c'est un peu bizarre de dire ne travaillez pas trop, mais sachez dès maintenant accorder le juste temps aux choses. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'abord d'en dégager pour faire d'autres choses que vous vivez différemment, mais aussi, à un moment, il ne faut pas que l'artisan soit besogneux, il ne faut pas que l'artisan soit lui-même le fossoyeur de sa propre trace utile. Parce qu'en étant dans cette espèce de recherche potentiellement permanente de l'excellence, à un moment, on va figer les choses. Tout va avoir moins de liberté, moins de souffle dans la manière de produire les choses. Donc, le juste temps, notamment dans un processus de production artisanale, est vraiment, je pense, une belle échelle de pensée
Mais c'est exactement, enfin, c'est exactement ça. Il y a un juste point de tension, en fait, qui est un équilibre et qui est vrai dans le rapport au temps, mais qui est aussi qui est vrai dans votre engagement. Ça veut dire que il faut trouver en soi, et on le sait, le moment où il faut s'abstenir, où il faut se retenir, et le moment où il faut y aller. Et il y a un temps pour tout. Et il faut trouver ce point de tension qui est le point d'équilibre. Et justement, quand je parlais tout à l'heure des entreprises processées, l'idée, c'est pas de faire tabula rasa et de ne plus connaître aucun process. La question, elle est du juste équilibre entre le process et la part laissée à la création. Elle est du juste équilibre entre le temps suffisant pour réaliser une chose et on n'est pas des artistes, on est des artisans. Donc du coup, on doit aussi savoir se départir de la chose à partir d'un moment, dépasser, passer à autre chose. Et donc du coup, ce point-là est très important. Et ça me fait penser que nous, on souffre de quelque chose en tant qu'artisans du digital, artisans du numérique, c'est que le numérique est par essence quelque chose de rapide. Ça veut dire que dans son essence même, puisque le monde va vite et que le numérique permet une accélération du monde, on attend de nous que les choses soient faites très vite. On a dû réaliser le site du Palais de Tokyo en 4 mois, 4 mois et demi. Donc, je ne sais pas, pour vous, ça ne vous parle pas énormément, mais c'est colossal. Ça veut dire que le Palais de Tokyo, il y a 3 restaurants, un centre d'art que vous connaissez, une boîte de nuit que vous connaissez sûrement. Et bref, c'est énorme. Donc il y a une refonte de site web, il faut penser à toute une architecture, il faut, voilà, après vous allez passer au design, vous allez passer au développement, vous allez faire des recettes pour vérifier que ce que vous avez codé est bien. Enfin voilà, c'est un travail colossal. Le faire pour la plus grande, le plus grand centre européen d'art, le faire en 4 mois et demi, c'est une gageure. Donc, ce qui est difficile quand on est artisan du numérique, et là où vous pourrez un peu plus défendre votre temps que nous, peut-être, c'est que nous, on est vraiment en prise avec un outil qui est par définition dans l'esprit de nos interlocuteurs quelque chose qui doit aller vite. Alors qu'en réalité, si vous voulez réussir un site web, si vous voulez réussir une interaction, vous pouvez bosser, par exemple, ce que vous avez sur l'écran, c'est une petite animation digitale qui peut prendre 1 an à produire en fait. Si vous voulez avoir le bon chromie, savoir quel va être le rendu sur cet écran plat plutôt que sur votre ordinateur, sur un mobile, s'assurer que ça fonctionne sur tout type de terminal. Voilà, ça peut être un travail colossal en fait. Mais les gens n'ont pas conscience en fait, n'ont pas conscience du temps qu'il faut, du projet à la chose. Et c'est vrai pour les artisans en général, pour les artisans du numérique en particulier. Vous avez des exemples où le flow existe dans le numérique? Je sais pas, est-ce qu'il y a des comptes Instagram qui ne sont pas dans l'instantanéité? Est-ce qu'il y a des... Je pense que oui, il y a des exemples. En fait, toutes les marques, ce que je constate, c'est que toutes les marques sont prises entre deux feux, enfin les marques pour lesquelles on collabore. C'est que d'un côté, elles doivent relayer de l'information en permanence, et d'un autre côté, elles doivent affirmer un discours de marque dans une temporalité qui va être un petit peu différente. Si je prends le cas de la Comédie Française, ils vont devoir parler de leur actualité, par exemple sur Instagram au quotidien. Et en revanche, donc ça, ils vont le faire, et notamment les outils numériques leur permettent de le faire de manière relativement facile et optimale, sans avoir beaucoup besoin de passer du temps. Donc on s'éloigne de la notion artisanale pour être beaucoup plus dans un aspect presque journalistique. Et en revanche, quand il s'agit de produire des contenus, des interfaces, des expériences qui vraiment véhiculent ce qu'est la marque, là, elles vont être capables de donner du temps au temps. Donc elles vont être capables, parce qu'elles ont le souci d'être et d'apparaître d'une certaine manière à leur public, de vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Donc oui, il y a plein d'exemples, et ce qui est intéressant, c'est que l'équilibre dont vous devez faire preuve en tant qu'artisan, les entreprises elles-mêmes doivent en faire preuve in fine dans leur organisation. Ça veut dire qu'elles sont à la fois des entreprises qui produisent des spectacles, si on prend le cas du Théâtre du Châtelet, toutes les semaines. Donc elles doivent communiquer toutes les semaines sur ce qu'elles font.
Et dans le même temps, c'est des institutions qui ont des choses à dire, qui dépassent leur programmation, et que dans ce cadre-là, dès qu'elles doivent se mettre en place un outil, une interface, elles vont prendre le temps de bien le faire. Et je pense que voilà, la même tension dont vous parliez tout à l'heure, elle est applicable aussi aux organisations. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, ces organisations, c'est des organisations humaines. Et si demain, c'est une agrégation d'artisans, enfin d'humains avec une culture artisanale, je pense que le monde s'en portera mieux. Parce que l'artisan n'oublie pas qu'il doit produire, mais il ne va pas non plus dépasser le temps qu'il faut. C'est pour ça que je ne suis pas forcément à l'aise avec les concepts de slow. En fait, on vit dans une époque où souvent le marketing rattrape toutes les bonnes intentions. Ça veut dire que finalement, l'artisanat existe, vous étiez à l'atelier de Sèvres, l'artisanat existe depuis des lustres. Et pour autant, on ne l'a jamais codifié au travers des termes, des anglicismes pour pouvoir définir ce qu'il était. Les gens étaient artisans et ça exprimait quelque chose en soi. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de beaucoup documenter, essayer de mettre des mots sur les choses pour en fait échapper à la réalité de ce que c'est. Et donc en fait, on se déresponsabilise un peu en encapsulant dans des termes comme ça pour dire les choses, alors que la réalité, c'est que c'est surtout, on constate que vous êtes artisan dans l'esprit, dans votre manière dont vous êtes avec le monde. Quand je travaille avec le cognac Louis XIII, par exemple, on voit que c'est une entreprise qui met 100 ans pour faire son cognac. Et en fait, elle n'a même pas besoin de le dire, en réalité. Et je pense qu'on est dans un monde où de moins en moins, on est obligé de marketer ce qu'on fait, mais on est obligé de le faire. Et je pense que le monde est meilleur de ce fait-là. Ça veut dire que quelqu'un qui dit qu'il fait du slow, pour moi, il est déjà dans une forme de compromission. Moi, j'invite mes clients à surtout ne pas parler de RSE ou de ne pas parler des environnements, des enjeux écologiques. Alors, ça paraît aberrant, parce que tout le monde va frapper à la porte des entreprises pour dire on va communiquer sur l'investissement que vous faites dans telle ou telle forêt. Mais la réalité de l'engagement fondamental, c'est d'abord faire œuvre d'humilité. Donc d'essayer de ne pas rattraper et se servir des choses à son propre bénéfice. Voilà. C'est marrant ce que vous dites parce qu'on a fait. Oui, c'est le faire sans le faire savoir. C'est ça. On a fait Hervé Chaudron, artisan du monde. Ah oui. Oui, oui, c'était ça. C'est 2 journées. Et puis en fait, on est revenu sur une terminologie simple que je connaissais un mot. Parce que c'est éditorialisé à chaque fois avec un mot. Et je vais rebondir sur ce que tu disais sur faire et sans faire savoir. Je pense qu'il faut faire, mais il faut quand même faire savoir. Mais il faut faire savoir différemment que dans le mensonge. Ça veut dire il faut faire savoir, vous voyez, avec sincérité. C'est ça. Pas avec transparence, mais avec sincérité. Et qu'en fait, les outils numériques permettent ça. On peut les utiliser, tous les outils peuvent être détournés de leur usage pour faire des choses bien ou moins bien. Instagram, c'est un outil merveilleux. Il peut raconter des histoires, on peut faire de la poésie avec Instagram, on peut être sincère dans ce qu'on pense, c'est génial. Mais on peut aussi s'en servir comme un outil complètement stupide. Voilà. Mais la question, c'est d'investir ces outils avec son âme et sa conscience, d'artisan. Parce que je pense que tout est là. Et qu'en fait, le problème que connaît l'époque, c'est que les gens étaient vidés de leur substance, parce que justement, on n'a pas cultivé leur âme d'artisan, et que donc du coup, dans leur manière de manipuler ces outils, il les manipule de manière dévoyée. Et donc finalement, ces outils peuvent être critiquables du fait de la manière dont ils sont utilisés. Donc il ne faut pas snober ces outils, c'est ça le sens de mon propos. Il ne faut pas dire ne faites pas savoir, parce que quand vous êtes artisan, et je ne sais pas quelle que soit la profession à laquelle vous vous destinez, il ne faut pas snober les outils Twitter, Instagram, les sites web, et vous dire c'est un univers sans cœur et sans saveur. La réalité, c'est que c'est un univers avec du cœur et de la saveur, si tant est que vous souhaitez en mettre. Voilà. Et que nous, notre travail chez Hands, il est justement de mettre du cœur et de la saveur dans ce qu'on fait pour que les gens puissent prendre conscience au contact des interfaces qu'on produit, des expériences digitales qu'on peut mettre en place, qu'il y a quelque chose qui les transporte ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant. Merci, ça peut faire une bonne conclusion. Merci beaucoup.